Jean-Paul, en tant que maître d'ouvrage privé professionnel, on est heureux que tu es aujourd'hui ici pour cette interview. Voilà, quels sont pour le moment les grands problèmes qu'on a? Le cadre légal, la cohérence sociétale. Pourquoi on n'avance pas assez vite dans notre construction au Luxembourg? Nous devons construire Meizea, Bassa, Amibelch. Donc nous devons construire plus rapidement à des coûts inférieurs et en meilleure qualité. Donc c'est des sujets sur lesquels on doit aller, mais est-ce que tous les cadres légaux nous le permettent et est-ce que la société veut de ce développement? Donc nous savons qu'au Luxembourg, un des plus grands défis, c'est que est-ce que la population est prête à accepter le développement qu'elle s'impose elle-même avec ses conditions sociales et de société. On veut avoir un pouvoir d'achat élevé, on veut avoir des pensions élevées, on veut avoir un système de sécurité sociale bien fourni et très universel pour tout le monde. Donc, d'un autre côté, on a besoin de cette croissance économique pour qu'elle soit qualitative, qu'on l'appelle qualitative, qu'on l'appelle universelle, qu'on l'appelle croissance économique. Mais on a besoin de cette croissance économique qui va de pair avec l'importation de la main-d'œuvre, donc il y a de l'immigration. Le Luxembourg, c'est un des pays en Europe, dans le monde, qui croît démographiquement le plus. On a doublé la population dans un délai, si on se compare, c'est plutôt en Afrique qu'on va trouver des pays qui se développent aussi vite. Donc le Luxembourg croît énormément, ce qui nous a apporté énormément de bien. On a la place pour ce développement, mais il faut le faire de façon intelligente. Donc, il faut bien réfléchir comment on fait l'urbanisme, comment est-ce qu'on fait l'intégration. Il faut prendre des sujets comme la densification, même si ce n'est pas fort politiquement pas bien vu. La densification, ça ne veut pas dire cage à poules pour mettre les gens dedans. Qualité, hein. Ça veut dire des immeubles de qualité, bien pensés, mais aussi adaptés à notre population. Un chiffre que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est de dire, mais nous construisons, 80% de nos logements sont construits pour des familles avec un à deux enfants. 60% de notre population, c'est des ménages unifamiliales, donc une personne. Donc on voit que très clairement, on n'est pas nécessairement sur l'urbanisme et sur le développement par rapport à la vraie demande de notre démographie. Donc, il faut se poser ces questions-là, il faut aller chercher les règles qui nous défendent, parce que et finalement, le promoteur privé ou le développeur privé, avec son architecte, ils vont faire ce que les règles urbanistiques leur permettent, et ce qui est acceptable pour le marché. Donc c'est tout à fait clair qu'on doit regarder cela. Donc, je crois que Jean-Paul, juste pour t'interrompre, si tu parles de densité, c'est clair. Alors on dit que le promoteur veut plus de densité, mais je crois que le développeur qui veut de la densité, s'il met ensemble la qualité des espaces communs et de l'espace public extérieur, c'est vraiment, pour moi, ça va de mariage. Ça peut aller bien. Une bonne densité avec une bonne agencement de l'espace public, de l'espace commun, et justement, comme tu dis, il y a des personnes qui vivent seules, on a besoin de cette communication dans un espace qui fonctionne. Et pour ça, je crois que c'est vraiment une révolution, un petit point que devrait se faire, d'avoir de la densité de logement dans un espace commun et partagé avec les espaces extérieurs. Mais c'est ça qu'on appelle un urbanisme de qualité. Donc, tenir compte de l'évolution de la démographie, du développement de la société et créer ces espaces ou ces espaces de vie dont on a besoin pour avoir une vie de qualité qu'on a quand même toujours connue. Ça n'est pas... La densité, ça ne veut pas dire construire des tours partout. Donc la densité, ce n'est pas la hauteur du bâtiment qui fait la densité, c'est aussi prendre les gabarits, les volumes qu'on a et mettre les logements dedans qu'on peut aujourd'hui raisonnablement construire pour répondre à la demande de notre démographie. Alors, nos membres, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs conseils, les paysagistes, comment ils peuvent vous aider en tant que maître d'ouvrage privé, professionnel, à faire cette révolution et cette mise en œuvre des valeurs sur le terrain? Comment on peut... Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout faire de l'information. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les hommes politiques qui prennent finalement les décisions pour nous, en créant les PAG, donc les plans d'aménagement généraux des villes, en nous assistant ou nous donnant les règles pour la construction dans les règlements de bâtisse, on doit convaincre les hommes politiques que le monde du Luxembourg est devenu un monde différent, dans lequel il y a de la diversité des besoins, et que le luxembourgeois ou le résident luxembourgeois n'a pas besoin du pavillon avec un grand terrain autour. Ce n'est pas la demande d'aujourd'hui, et qu'il faut aller vers des réalisations qui sont plus d'envergure, avec plus d'ambition pour créer les espaces vers des quartiers nouveaux qui fonctionnent très bien et qui sont bien conçus. Donc évidemment, les urbanistes, ils ont les idées,
Mais aujourd'hui, c'est les contraintes de la réglementation qui ne leur permet pas. Si vous êtes dans une commune où pour définir le nombre de logements sur un volume que vous avez le droit de construire, vous avez par exemple le droit de construire 2000 mètres carrés. Si maintenant la commune vous oblige à calculer le nombre de logements en prenant un facteur de 125 mètres carrés en moyenne par logement, il est tout à fait clair que vous n'allez pas construire les logements dont vous aurez besoin en regardant les vrais besoins du marché. Donc ça, c'est des règles qui sont à revoir. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui se fait à ce niveau-là, mais je pense que nous tous ensemble, le secteur privé, les développeurs, donc les architectes, ingénieurs, urbanistes d'un côté, les développeurs de l'autre côté, sont vraiment dans l'obligation de créer cet espace de réflexion, comment l'urbanisme de demain doit être pour permettre ce développement. Est-ce que, disons, l'éléphant qui est dans la pièce n'est pas toujours la question foncière? Naturellement, ce grand poids qu'on a avec ce foncier qui est tellement coûteux au Luxembourg, comment on peut résoudre alors cette question foncière? Est-ce que c'est pas le... Moi, je crois que pour moi, le foncier, c'est quelque part un faux débat. Il faut avoir, je dis maintenant, les couilles politiques pour prendre des décisions. Si on considère qu'un terrain qui a été déclaré pour être une zone constructible, mais il faut à un moment donné dire au propriétaire, voilà, maintenant on a déclaré ton terrain constructible, maintenant on veut que tu construises, maintenant on veut aussi, tu vas payer des pénalités si tu ne le fais pas. Donc il faut, ça c'est simplement c'est un courage politique pour le faire. Donc d'un autre côté, il y a des réflexions à faire, mais quel est notre besoin dans le pays? Donc je pense qu'il y a une décision du gouvernement qui a été prise sur laquelle nous, en tant que développeurs, on n'a pas réclamé, on n'a pas commencé à crier au communisme. C'est quand l'État a dit, mais nous souhaitons que sur des nouveaux lotissements qui sont aménagés, donc, où maintenant le terrain était destiné à autre chose, aujourd'hui il devient du logement, que 30% de ces logements soient destinés au logement abordable. Par l'État, par le privé, ça c'est une deuxième discussion, mais soit destiné au logement abordable. Si les conditions sont connues au préalable, mais il n'y a personne qui va respecter à ce niveau-là. Nous, on avait fait une proposition différente, on a dit, mais pourquoi on ne va pas dans certaines zones des quartiers existants ou des villes existantes autoriser des étages supplémentaires en disant, mais ces étages supplémentaires, ce ne seront pas faits au profit du propriétaire et de l'impact foncier du propriétaire du terrain, mais seront destinés à la société parce qu'ils seront destinés au logement abordable. C'est des solutions sur lesquelles on peut discuter. Peut-être qu'il y a des freins pour certaines solutions, mais il faut en tout cas lancer ce débat et il faut surtout arrêter de dire logement abordable est égal à logement social. Logement social est égal à cas sociaux. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de logement abordable ou de logement intermédiaire, comme on appelle les Français, c'est vraiment un logement qui est destiné à des gens qui sont avec les deux pieds dans la société, qui travaillent et qui ont simplement une difficulté de pouvoir investir dans le logement ou louer un logement sur le marché privé. Parce que pour moi, c'est tout à fait clair, le logement ne doit pas être vendu. Nous, on est toujours dans une réflexion qu'on doit devenir absolument propriétaire du logement qu'on occupe. Je pense que c'est une aberration de notre société, c'est une réflexion qu'on doit faire. C'est l'ascenseur social, hein, comme on dit. On peut tout aussi bien être propriétaire immobilier et ne pas habiter la propriété qu'on a achetée. C'est simplement que il faut toujours se dire, même si on a peur de l'investisseur, mais chacun qui achète une partie d'immeuble ou un immeuble, une maison unifamiliale, c'est quelque part un investissement. C'est une épargne de sa vie. C'est bien, si se le permettre. C'est tout à fait louable de le faire de cette façon-là. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question, est-ce que se forcer à un certain âge où on n'a pas les moyens d'acheter quelque chose avec lequel on va se mettre sous la pression, est-ce que ça c'est le bon moyen de le faire? Ou est-ce qu'on ne serait pas mieux dans une situation où je vais louer un logement abordable et d'un autre côté avoir la possibilité d'investir dans le logement au Luxembourg ou autre part? Par exemple, avec un biais au fond, ce serait une possibilité de donner à toute la population la possibilité d'investir dans le logement, de profiter des éventuelles plus-values ou des revenus qui sont générés dans le logement, tout en ayant de l'autre côté une démocratisation au niveau de cet investissement en ouvrant cet accès. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait clair, si vous avez besoin de 20% dans votre compte bancaire, 20% de la valeur d'achat dans votre compte bancaire pour aller acheter un bien, les investisseurs
la plupart des investisseurs vont acheter les petits biens parce que pour déjà accéder à 20% sur 400 000, c'est déjà compliqué. Maintenant, si on veut acheter des grands logements, avoir 20%, ça devient quasiment pour la plus grosse partie. Et là, on parle de 90 à 95% de la population, impossible. Donc, acheter je parle maintenant de la location second logement. Donc, on est aujourd'hui dans une situation, il faut réfléchir. Mais comment est-ce qu'on peut faire participer la société à l'effort de logement dont on a besoin au Luxembourg? C'est clair. C'est là pour deux raisons. De un, pour les faire profiter de la croissance qu'on aura dans le logement, des éventuelles plus-values, les rendements locatifs, mais de l'autre côté aussi pour les faire adhérer à ce besoin de logement. Aujourd'hui, il a fait NIMBY. Donc, moi, je ne veux pas de logement à côté de moi. C'est quelque chose qui nous freine tout aussi bien que les règles. Même si les règles ont toutes été respectées, on a eu le tampon de la commune pour avoir l'autorisation de bâtir. Il est tout à fait possible que quelqu'un va faire traîner le dossier pendant 2-3 ans au niveau des tribunaux et qu'on ne va pas avancer avec les projets parce que le risque est trop grand de démarrer une construction où on a une plainte de voisins sur le dos. Je dois te freiner un petit peu puisque tu es dans ton élan avec naturellement ce contexte économique qui est très important. Et il faut naturellement avoir plutôt cette attitude que le citoyen peut devenir aussi, chacun devrait devenir investisseur pour régler le problème du logement. Mais maintenant, je crois que pour terminer notre entretien, ce serait bien de revenir un petit peu sur la relation du développeur, du promoteur privé avec les concepteurs indépendants. Est-ce que tu souscris un petit peu disons la phrase que j'aime bien, que j'avais lancée lors du deuxième Bauherr Preis en 2004, et qui construit pour nous tous, et d'où le maître d'ouvrage doit partager cette responsabilité sociétale avec des concepteurs indépendants. Est-ce que tu peux souscrire à Moi, je pense que chacun qui construit va évidemment construire pour la société parce qu'il construit pour une population qui est existante. Nous avons aujourd'hui connu un marché où le secteur privé était surtout concentré sur de la vente privée, on va même dire sur la vente de luxe, et le public s'occupait du logement abordable et du logement social. Si nous pourrions trouver une solution dans laquelle on ferait un mix entre les deux, ça permettrait évidemment aux développeurs, avec leur architecte et urbaniste, d'aller dans un sens et de réfléchir totalement d'une façon différente. Et je pense qu'effectivement, c'est une rôle commune. Moi, je connais très peu de développeurs. Bon, les développeurs, ils ont en interne des architectes pour suivre leurs projets, mais très peu n'ont pas recours à des urbanistes extérieurs et des architectes extérieurs, justement parce qu'on veut garder cet esprit d'innovation que nous retrouvons dans les bureaux, dans les bureaux d'architectes et d'ingénieurs, cet esprit d'innovation et de recherche de nouveautés, tout en ayant évidemment la connaissance des règles que nous devons mettre en œuvre, mais aussi des matières de construction, des nouveautés. Et donc, ça fait un micmac d'innovation qui, je pense, qui est totalement utile d'avoir un développeur qui est beaucoup plus sur, bon, je dirais maintenant sur l'économique, sur le marché, mais qui est aussi de la compréhension des besoins du client. Et de l'autre côté, un architecte, un concepteur qui doit évidemment mettre ça en musique dans un cadre existant pour créer un environnement dans le bien-être que je pense qui va faire profiter nos villes. Tip top. Merci Jean-Paul pour cet entretien fascinant. Merci à toi. Merci.